Alors, écoutez, je suis vraiment contente. C'est une salle qui dit beaucoup dans ma vie. C'est ici que je me suis mariée. Finalement, je me suis démariée. Mais Et là, je suis ici pour une conférence. Donc, ça fait 5 ans que j'ai quitté la région. J'ai commencé à écrire des livres et ben, je me suis dit que j'aurais fait le tour assez rapidement de la région. Alors, je me suis rapprochée des grands centres pour pouvoir donner des conférences. Alors, voilà, c'est ce qui fait que je reviens aujourd'hui et je suis vraiment contente d'être là. Donc, je vous dis tout de suite où on s'en va, hein. C'est même assez évident, transformer votre relation avec l'argent. En fait, votre relation avec l'argent dit tout de vous. Qui vous êtes, ce que vous faites et combien vous gagnez. Alors, c'est assez simple comme je vous dirais, constat. Alors, que vous soyez soit insatisfait de ce que vous gagnez, si vous voulez défoncer un plafond de verre, si vous voulez faire la paix avec l'argent, si vous voulez accéder à la liberté financière, bien, vous êtes à la bonne place parce qu'on va parler de relations avec l'argent et les archétypes financiers. Alors, celles que j'ai eu l'honneur de coacher connaissent leurs archétypes, donc vous allez peut-être en entendre parler aussi, ça va peut-être vous donner le goût de les connaître aussi. Alors, on va avoir un aperçu ensemble ce soir. Alors, on commence. Si vous n'avez pas, déjà pris le petit code QR, là, c'est le temps parce qu'on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Alors, est-ce que vous êtes à l'aise de parler d'argent? C'est la première question que je vous pose. Là, on a fait un test tantôt, c'est pour ça qu'il y a déjà un oui qui apparaît. Et là, ce que j'ai envie, si vous n'avez pas déjà commencé, je vais aller voir si ça fonctionne. Vous devriez être capable de voir sur votre cellulaire la question apparaître et déjà d'aller mettre votre réponse et on va voir les réponses. Je suis certaine, si je vous avais posé la question à main levée, il y aurait plus de monde à l'aise. Là, on va voir qu'est-ce que ça dit. C'est anonyme, donc tout le monde peut être très à l'aise de la réponse. Donc, on a des oui qui commencent à apparaître. Ça dépend avec qui, un peu, des noms. C'est normal. C'est parler d'argent, c'est toujours un sujet assez délicat, c'est encore tabou dans notre société. Donc, intéressant de voir, ça dépend avec qui. OK? C'est sûr que, on va en parler tantôt, mais des fois dans le couple, ça peut être un autre défi. Alors, on continue maintenant. J'ai une autre question à vous poser. Est-ce que ça va fonctionner? J'ai juste le temps qu'on s'ajuste. Je vais y aller par là, voir. Donc, si je vous demande maintenant, toujours sur votre cellulaire, à quoi ressemble votre relation avec l'argent? Et là, vous allez avoir plusieurs choix. Est-ce que pour vous, c'est un tabou, un malaise? Est-ce que c'est une difficulté, un malheur? OK, vous devriez voir tout ça. On va voir des réponses apparaître tranquillement. Oui, ça peut être une source d'anxiété. Ça peut être de la liberté aussi pour d'autres. Donc, on va voir, liberté commence à prendre de la place, une sécurité, la stabilité. Ceux qui ont amour-haine, faites-vous-en pas, c'est assez commun. Donc, quand on a de l'argent, on l'aime, puis quand on n'en a pas, on la déteste. Ça fait partie, c'est le constat de beaucoup de gens. OK? Anxiété, faites-vous-en pas, vous allez vous retrouver tantôt quand on va parler des archétypes financiers, vous allez comprendre pourquoi. Donc, on a une majorité de sécurité, stabilité, intéressant. Hein, il y en a deux pour qui c'est un défi et un jeu. Alors, vous allez vous reconnaître aussi. Oui, c'est des gamblers. C'est des gens qui ont plus le goût du risque que d'autres et ça correspond à un archétype financier. Donc, intéressant de voir les réponses. Sécurité, stabilité, anxiété, hein, on est pas mal dans les libertés. Ce sont ceux qu'on retrouve le plus. Donc, on a ce soir une variété de types de relations avec l'argent. Donc, vous allez vous retrouver tantôt avec ce qu'on va parler. Maintenant, et là, il faudrait que mon petit ami veuille marcher ici. Là. Bon, parfait, il marche. OK. Donc, le problème avec l'argent, c'est quoi? Bien, c'est pas l'argent. OK? Tout le monde pense que c'est ça, mais en fait, vous allez découvrir ce soir pourquoi ça ne l'est pas. L'argent, c'est vraiment neutre. L'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est un bout de papier. Puis là, bien, si je vous présente ce bout de papier-là, vous allez me dire, ouais, mais ce bout de papier-là, il vaut quand même plus, OK? Parce qu'on y a accordé une valeur, OK? Alors, chacun va avoir une perception de ce bout de papier-là qui va être différent. Si c'était un 50 ça serait une autre perception. Mais dans le fond, l'argent, ce que ça fait, c'est que c'est un amplificateur. Et ça va amplifier tout ce qui n'a pas été réglé dans votre vie. Parce que relation avec l'argent,
Ce n'est pas juste par rapport à l'argent, c'est par rapport à toute votre vie au complet. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on se met à travailler notre relation avec l'argent, tout va changer. Puis vous allez voir, je vais vous donner des exemples tantôt. Donc, c'est un amplificateur de tout ce qui n'a pas été réglé. Alors, ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, en bon québécois, ça va vous péter d'en face. OK? Fait que vous allez être confronté à différentes situations. Et plus vous allez travailler votre relation avec l'argent, plus vous allez vous rendre compte que, justement, vous allez être de plus en paix avec ça et ça va amener des changements à tous les niveaux. Maintenant, quand on dit, ben, tu sais, j'ai pas d'argent, OK? Quand vous avez un client qui ne prend pas vos services parce que justement la raison, c'est l'argent, dites-vous que ce qui est en train de vous parler, c'est juste la pointe de l'iceberg. Parce que ce n'est pas vrai dans le fond, OK? C'est juste la façon de se défiler. Dans le fond, l'idée, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de cet iceberg-là et d'aller creuser pour avoir les vraies réponses. Parce que c'est là que vous allez trouver quelles sont les vraies raisons pourquoi la personne ne passe pas à l'action. Mais c'est vraiment une défaite, OK, au niveau de l'argent. Il va toujours avoir quelque chose de plus profond que ça. Donc, c'est important d'aller poser des questions et vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est assez simple, la relation avec l'argent, comment ça fonctionne. C'est que la façon que vous allez gérer l'argent, c'est la façon que vous allez tout gérer dans votre vie. Que ce soit votre vie personnelle, votre couple, vos enfants, que ce soit au travail, la façon que vous gérez votre entreprise, OK, c'est la même chose. Je vous donne un exemple. Tantôt, il y a quelqu'un, il y a quelques minutes, qui a parlé de gambler. OK? Quelqu'un qui est plus de type à prendre des risques dans la vie, il va prendre des risques dans son entreprise également. Il va prendre des risques avec l'argent. OK? Donc, la notion de risque, il va l'avoir à tous les niveaux. Quelqu'un qui est insécure dans la vie, ça va être la même histoire. Il va être insécure autant avec l'argent, dans son couple et un peu partout. Et ce que ça va donner au niveau des affaires, ça veut dire qu'on ne prendra pas les décisions avec vraiment le même mindset. La personne qui est insécure prend ses décisions avec la peur du manque. La personne qui va être plus à risque, qui va prendre des risques, bien, elle va prendre des décisions en fonction beaucoup plus d'où est-ce qu'elle veut être. Ça se peut qu'elle paye le prix, ça se peut qu'elle ne se rende pas où est-ce qu'elle veut, mais elle va être beaucoup plus prête à prendre des risques et elle va avoir un mindset qui va être quand même beaucoup plus d'abondance. Et c'est cette différence de mindset-là qui va faire la différence sur les types de décisions que vous prenez et les résultats que vous allez avoir dans votre entreprise. La peur du manque ne vous amènera jamais où ce que vous voulez aller. Fait que si vous visez le million, bien, vous vous dites que c'est quoi la prochaine action, la prochaine décision que j'ai besoin de prendre pour justement arriver à ce million-là. Si on est dans la peur du manque, on est dans l'évitement. On est dans, OK, comment je peux faire pour perdre moins d'argent? Bien, déjà là, on ne se rapproche pas de l'objectif à atteindre. Maintenant, la relation avec l'argent va être vraiment influencée par différents facteurs. Fait qu'on va les regarder un après l'autre. Premier facteur, c'est tout ce qui touche à la religion. Alors, on en parle de moins en moins, mais je vous dis qu'elle est encore très présente. Donc, tout ce qui est religion, tout ce qui est, à une autre époque, on avait l'État, le gouvernement qui fonctionnait avec la religion. Alors, juste à penser, la fameuse croyance, il faut travailler fort pour gagner notre ciel. Cette croyance-là, elle est encore là. On a juste enlevé pour gagner notre ciel, mais tout le monde est encore dans la notion de « faut travailler fort ». Et aujourd'hui, c'est plus vrai. Okay? Cette croyance-là, si vous l'avez encore, débarrassez-vous-en. Vous avez le droit à ce que ça soit facile maintenant. Vous avez le droit d'avancer facilement dans votre entreprise et que le succès arrive plus facilement. On n'a plus besoin de bûcher fort. Mais on est dans une société où on valorise encore le mérite, juste à penser à l'école. Moi, j'ai encore de la misère avec les discours en début d'année scolaire où est-ce que j'ai tellement entendu des directeurs dire il faut faire des efforts, il faut faire des efforts. Oui, mais on a le droit d'y arriver facilement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ceux qui réussissent facilement n'ont jamais autant de tapes dans le dos, de gratitude et d'encouragement que ceux qui mettent plus d'efforts. Pourtant, ce n'est pas une notion de mériter ou pas. On a toutes des forces, on a tous des talents, et quand on est dans ces forces-là, ça va juste être plus facile. Alors, l'idée, c'est de se tenir. OK? Maintenant, relation de couple. Le défi. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le couple quand on parle d'argent? Bien, de un, monsieur parle d'argent, madame parle de sous. OK? Donc, là, on a un problème. Et ça dure depuis longtemps, OK? Depuis que l'homme chasse le mammouth, OK? Et ramène le mammouth dans la grotte pour que madame, OK, répartisse les portions de mammouth selon le temps que ça va prendre avant que monsieur chasse un autre mammouth. Et là, on a juste remplacé le mammouth par monsieur sort travailler, ramener de l'argent. Et dit à madame, ben voici, tu sais, je te donne ta paye, OK? Donc, tu vas avoir ces sous-là pour faire le mois avec, le temps qu'on a une autre paye qui rentre. Donc, on est encore dans ça aujourd'hui.
Et là, les femmes, à soir, là, c'est le message, là, le mot « sous » n'existe plus à partir de ce soir, OK? Bannissez ça, vous avez le droit de parler d'argent, vous autres aussi. Hein? C'est vraiment important. Vous allez avec les enfants faire des commissions. Bon, ils vous demandent plein d'affaires, c'est toujours ça l'histoire. C'est pas « j'ai pas de sous », c'est que c'est pas une priorité en ce moment. OK? Très différent comme type de réponse. Et ça ne répond pas aux besoins qu'on a. OK? Il y a une différence entre les besoins et les désirs, donc c'est un beau moment pour inculquer ça aux enfants. Mais il n'y a pas juste ça dans le couple. Il y a aussi la perception de la valeur, OK? Parce que pendant bien longtemps, la femme n'était pas très, très reconnue au sein du couple. Alors, je continue au niveau de la femme par rapport à la perception que la femme a d'elle-même, OK? Et il y a vraiment un lien direct entre la perception que vous avez de vous-même et le chiffre d'affaires que vous allez gagner. Oh! Donc, je vais vous laisser, ça fait longtemps que je dois apprendre, mais donc, plus vous allez avoir une perception de vous-même qui va être grande, plus votre revenu, que ce soit salarié, chiffre d'affaires, peu importe, va augmenter. Et on le voit encore au niveau des hommes, généralement, plus d'estime de soi, plus de confiance en soi, mais plus grande perception de sa propre valeur. Et le chiffre d'affaires va suivre également. Alors, l'idée avec ça, c'est de vraiment commencer à reconnaître votre valeur, les femmes, et cette valeur-là qu'on va chiffrer naturellement en chiffre d'affaires, peu importe que ce soit conscient ou pas. Et un des éléments qui nous a beaucoup aidés, et je fais un petit clin d'œil aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça fait 84 ans qu'on a le droit de vote, les femmes, au Québec. Donc, grâce à Thérèse Casgrain. Et ça c'est quoi? Ça, c'est un signe de reconnaissance de la valeur des femmes. OK? Alors, gardez ça en tête parce que ça a vraiment fait toute une différence et c'est ce qui a permis aux femmes d'embarquer sur le marché du travail. Donc, la valeur de la femme, sa propre valeur perçue a augmenté à partir de ce moment-là. Maintenant, tout ce qui est croyance et mindset. Okay? Ça va vraiment ensemble, puis vous allez voir dans le livre « Transformer votre relation avec l'argent ». Je ne pouvais pas tout vous expliquer ce soir, ça aurait pris 2 heures juste là-dessus. Okay? Il y a une belle réaction en chaîne qui existe à partir des croyances et rapidement, vos croyances vont vraiment venir impacter votre mindset. Okay? Donc, si vous croyez que vous pouvez gagner le chiffre d'affaires que vous voulez, vous croyez que vous pouvez gagner, vous pouvez atteindre la liberté financière, vous allez naturellement avoir un mindset en conséquence. Donc, je vous ai dit d'entrée de jeu tantôt, mindset de manque, mindset d'abondance. Alors, quand vous rentrez dans le mindset d'abondance, vous prenez des décisions en fonction de où vous voulez être dans 3 ans. Okay? Sinon, vous allez prendre des décisions en fonction de ce que vous voulez éviter et là, vous êtes sûr de passer à côté de vos objectifs. Donc, croyance va être très importante, tellement important que Tony Robbins, grande sommité internationale, nous dit que 80% de notre capacité à générer de l'argent vient de nos croyances et seulement 20% de nos habiletés et nos compétences par rapport à l'argent. Donc, plus on transforme nos croyances, eh bien, plus naturellement, vous allez être en mesure de gagner plus d'argent. Alors, c'est beau avoir toutes les stratégies de placement, mais si vous travaillez au niveau des croyances, ça va changer beaucoup plus rapidement les choses. Les expériences passées maintenant. On a toutes des expériences avec l'argent, et ça commence jeune. Donc, vous pouvez penser la première fois que vous avez eu un chèque de paye, la première fois que vous avez eu de l'argent de poche, la première fois que vous avez eu un chèque, parce qu'à l'époque, les chèques existaient. Donc, première expérience, ça peut être la première auto que vous avez achetée, ça peut être la première maison, la première fois que vous êtes allé à la banque, vous avez ouvert un compte de banque. Toutes ces premières fois-là, en lien avec l'argent, vont venir également teinter votre relation avec l'argent. Et là, j'ai 2 histoires à vous raconter là-dessus. La première, c'est une de mes clientes qui me dit « Moi, j'ai peur de passer pour voleuse. » Là, j'ai fait « OK. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie? » OK, ça a été la question directe pour que tu aies peur de passer pour voleuse. Et là, elle me raconte son histoire. À 8 ans, elle se fait donner de l'argent de poche, toute contente, elle s'en va au dépanneur pour acheter des bonbons. Et là, elle arrive là, puis là, tu as 8 ans avec ses sous. OK? Donc, elle prend son temps pour réussir à trouver, OK, j'ai juste tant de sous, combien de bonbons je peux acheter, etc. Donc, le décompte est assez long. Et l'employé la regarde et pense qu'elle est en train de voler des bonbons.
Donc, elle ressort du dépanneur, elle n'a rien acheté, elle pleure sa vie, maman, me suis fait passer pour une voleuse, blablabla. Et cette femme-là, aujourd'hui, a passé 50 ans, et elle est encore dans cette croyance-là. Donc, c'est pour vous dire à quel point que les croyances, quand c'est là, puis quand ça provient d'expériences que vous avez vécues, ça va être encore pire. Donc, tout ce que vous avez pu entendre, voir, des situations familiales avec les oncles, les tantes, tout ça va venir impacter. Maintenant, je vais vous présenter mon expérience à moi, ma première pièce gagnée à vie. Là, les plus jeunes, vous ne savez pas à quoi ça fait référence, cette photo-là, mais les doyennes de la place vont reconnaître. Et là, longtemps, ma mère avait la boutique Sésame, qu'elle a eue pendant 31 ans ici. Et là, j'avais 10 ans, en 1986. Moi, j'étais celle qui allait vendre le popcorn au centre d'achat, avant même que Vidéotron arrive avec la grosse machine, c'était ma mère qui l'avait acheté. Donc là, c'était ma pratique officielle avant l'ouverture du magasin et j'allais être payée $1 de l'heure. Fait que ma job, c'était de vendre du popcorn pour parler à mes amis, Fait que la vie était belle. Sauf que, aujourd'hui, mes ados, ils gagnent au-dessus de $15 de l'heure. Fait que là, je suis en train de me dire qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, mais bon. Donc, tout ça pour vous dire que ça a été l'expérience qui, pour moi, été super révélatrice par rapport à l'argent parce que ça m'a permis de commencer à réfléchir là-dessus. Puis là, je me suis dit, OK, c'est quoi cette affaire-là, l'argent? Puis là, c'était mystérieux pour moi, puis je voulais comprendre. Puis, je regarde la famille à ma mère, ils sont 11 enfants, puis en passant à savoir, ma mère, elle vient souvent dans l'histoire, puis elle a tout entendu, fait que tout est correct. Donc, parce qu'il y en a qui la connaissent en plus dans ça. Donc, c'est ça. Ma mère vient d'une famille de 11 enfants et c'est là que le fun commence parce que là, je me mets à les analyser. Puis là, je me dis, OK, 11 enfants, ils ont tous le même père, la même mère. Il y en a un qui a vraiment consacré sa vie à Dieu. Il y en a un qui a fait des affaires pas catholiques. Il y en a un qui est sur le bien-être social. Puis à l'autre extrême, il y en a 3 multimillionnaires qui, eux autres, ils ont de l'argent d'accumuler pour 3 vies. OK? Donc, puis là, il en reste une palette dans le milieu de tout ça. Puis moi, je grandis avec tous ces oncles et tantes-là, puis je me dis, c'est quoi la passe? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et ça va monter longtemps. Et là, après ça, je vais voir ma mère, mon père. Ma mère, c'est une femme d'affaires missionnaire, qui s'est dédiée avec son magasin. Et mon père se faisait appeler Monsieur Cash. Fait que là, je fais comme, c'est quoi la passe que je ne comprends pas? Fait que ça a été pour moi les plus grands mystères de la vie et ça a duré à peu près jusqu'au début de mes 40 ans où est-ce que j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passait et je pensais que j'avais un choix à faire entre est-ce que je dois choisir de faire de l'argent ou je dois choisir d'aider les gens. Et ça a été un des plus grands défis de ma vie, un plus grand déchirement et je vous expliquerai tantôt la fin de l'histoire de ça. Maintenant, je vous ai dit, votre relation avec l'argent, on revient là-dessus, ça détermine vraiment qui vous êtes. Ça va aussi faire en sorte que vous allez choisir un métier ou un autre. Donc, vraiment, ça va venir impacter ce que vous faites et finalement, ce que vous gagnez. Mais il y a une autre chose aussi qui va venir et c'est votre contribution au monde. Parce que quand on est en affaires, vous ne savez peut-être pas, mais vous avez entre les mains le plus beau et le plus grand véhicule pour pouvoir avoir un impact, faire une différence puis pouvoir contribuer. Et de toute façon, c'est pas compliqué. La journée de notre grand départ, tout ce qui reste dans le compte va rester dans le compte. Alors, mieux vaut apporter notre contribution le plus qu'on peut, puis on va en reparler tantôt. Mais là, c'est beau tout ça. Je vous ai expliqué un peu les grandes lignes, relation avec l'argent. OK, c'est assez conceptuel. On va essayer de rendre ça un peu plus concret avec votre portefeuille. OK? Si j'avais un élément super facile pour comprendre c'est quoi la relation avec l'argent, je vous dirais, c'est le fameux portefeuille. Donc, gênez-vous pas, vous avez votre portefeuille. Je sais qu'il y en a qui n'en ont plus. Mon exemple sera plus bon dans 5 ans ou 10 ans. Il va falloir changer d'idée. Mais le portefeuille va vraiment venir représenter votre relation avec l'argent, la façon que vous percevez l'argent, que vous êtes connecté avec l'argent. Fait que s'il y en a là, qui ont des comics, ça serait le fun de les voir. Les portefeuilles d'accumulateurs en haut, là, je ne sais pas si je devrais avoir un pointeur, mais en tout cas, le petit noir en haut, portefeuille d'accumulateur standard, OK? Donc, on a quelqu'un ici qui est économe, qui va garder le même portefeuille longtemps. Donc, déjà, ça nous donne une idée de la personnalité des gens. Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas? La petite ligne. Elle n'est pas là. Ah, OK. Merci. Non, ça n'a pas marché? OK, je l'ai. Merci. Donc, c'est ça, le petit portefeuille
Petit portefeuille qui va venir, on va le reconnaître tantôt, c'est vraiment le profil d'accumulateur. Donc, les gens qui gardent leur auto longtemps, même s'ils pourraient s'en acheter une autre, les gens qui vont tout garder longtemps, vont aussi avoir le même portefeuille pendant 20 ans. Versus les colorés ici, donc on a des gens qui sont beaucoup plus artistes, insoumis, rebelles. Donc, il y en a-tu qui ont des portefeuilles un petit peu différents qu'on pourrait voir? Marie-Josée dans le rouge. Non, ça, c'est un drôle de jeu de mots. On était sur le portefeuille, on va rester sur le portefeuille. Mais Harry Potter, OK, intéressant. J'ai jamais vu celle-là. Ah, ben là, il y a une magicienne dans la place d'abord, là. Ça, c'est intéressant. Vous savez, votre portefeuille, c'est vraiment le temple sacré dans lequel vous mettez votre argent. Et vous allez voir, dans mon livre, moi, je personnifie l'argent. Vraiment, il y a un A majuscule argent tout le temps parce que c'est, pour moi, une façon de rendre l'argent beaucoup plus concret, d'avoir un certain respect pour l'argent, puis d'entretenir une relation qui va être à un autre niveau avec. Et donc, c'est votre temple sacré. Et plus vous allez en prendre soin, plus vous allez, parce qu'il y a des gens qui laissent traîner l'argent partout. Hein. Donc, c'est là que ça devient problématique. Donc, allez-y avec vraiment, c'est une connexion qui est plus grande que vous pensez. Et c'est le plus grand outil que vous pouvez avoir entre vos mains pour pouvoir changer le monde, l'argent. Donc, petite histoire que j'ai envie de vous raconter avec ça, qui a été pour moi une grande leçon de vie et qui m'a montré justement à quel point l'argent, c'est important pour moi. Alors, toujours dans le magasin de ma mère, il se passait bien des affaires. Et là, à un moment donné, j'étais rendue passer 30 ans et elle me dit, bon, là, je commence à voyager, tu sais, tu as des enfants, tu es plus à la maison, puis tout. J'aimerais ça que tu apprennes à faire les dépôts. Si jamais je suis dans la merde, si jamais je meurs, peu importe, tu vas pouvoir t'en occuper. Je dis, parfait, montre-moi ça. Fait que là, elle me montre à faire ça. Parfait, à ce moment-là, on avait quand même assez d'argent liquide. Et donc, là, je fais le premier dépôt. J'ai dit, OK, je mets ça dans quoi? Elle me dit, fouille dans le bac de recyclage, pogne-toi une enveloppe recyclée. J'ai fait quoi? Tu me niaises? Fait que là, non, on met l'argent là-dedans. OK. Fait que j'envoie l'argent. J'ai dit, puis les sous, eux autres. Elle dit, pas compliqué, tu vas brocher. Là, j'ai dit, OK, je vais brocher. OK, oui, mais ça passe entre les broches. Non, c'est correct, on met du scotch tape. Je dis, tu me niaises-tu? Fait que là, j'ai dit, OK, après ça, on fait quoi? Ben, tu t'en vas à la banque. Là, je dis, tu me niaises, il faut vraiment que j'aille à la banque avec des enveloppes recyclées, avec du scotch tape après. Je dis, qu'est-ce qu'on a de l'air? Elle dit, non, je fais tout le temps ça depuis longtemps. Je fais, bon, OK. Fait que, mais moi, j'étais comme outrée de ça. Je dis, hey, t'es en affaires, là, t'as une business, tu peux pas t'en aller avec des enveloppes recyclées. Et j'avais un conflit de valeurs parce que pour moi, l'argent, j'avais déjà une plus grande connexion avec l'argent et c'était de dénigrer l'argent de faire ça. Mais bon, je l'ai faite. Et quand je suis revenue, en bonne accumulatrice que je suis arrêtée au Dollarama. Et j'ai dit, check bien, maman, je vais te revenir avec une belle étui avec un zip. Mais là, la joke, là, c'est que ma mère a fermé son magasin depuis une couple d'années. On a déménagé. L'estivie de l'enveloppe, là, elle me l'a ressorti la semaine passée. Fait que, elle dit, tu vois, elle dit ton enveloppe, elle dit, on l'a toujours utilisée, après, on l'a gardée. Mais ça, c'est pas vous montrer à quel point que la façon que vous allez voir l'argent va venir teinter vos comportements, va venir teinter beaucoup de choses. Et pour moi, c'était comme un non-sens de traiter l'argent, si on peut dire, dans des enveloppes recyclées. Mais je pense que ça appartient à une autre génération parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit récemment dans une autre conférence que sa mère aussi faisait ça. Fait que je fais, à quel âge ta mère? As-tu passé 70 ans? Oui, OK, c'est une histoire de génération. Donc, mais je voulais vous raconter ça parce que c'est important de prendre conscience de comment vous agissez avec l'argent. Puis c'est ça la beauté, c'est qu'on est toujours dans des situations où est-ce qu'on a de l'argent à gérer. Donc maintenant, on va aller encore plus concret. C'est beau le portefeuille, c'est le plus que je peux vous amener en termes de concret au niveau de votre quotidien. Mais je vous présente les 8 archétypes financiers. Donc ça, c'est vraiment la façon qu'on peut aller travailler votre relation avec c'est une des façons, mais tant qu'à moi, c'est la plus puissante. C'est ce qui a apporté le plus de résultats dans ma vie. Puis moi, je suis toujours le cobaye de tout ce que je fais. Fait que si ça marche, je l'amène dans mon entreprise. Si ça ne marche pas, j'en parle pas. OK? Fait que là, je peux en parler, ça a bien marché. Mais c'est vraiment un outil, c'est comme un test psychométrique, OK? Donc, c'est un outil de connaissance de soi qui permet de découvrir notre personnalité financière. Bon, on appelle ça archétype financier parce que ça vient des États-Unis, c'est la traduction intégrale.
Et il y a 8 personnalités. On va les voir ensemble. Et puis, soyez à l'écoute parce que je vais vous demander après la personnalité qui vous ressemble le plus. Puis, vous allez tout avoir des petits défis avec ça parce que vous dites, moi, je me retrouve dans lui, dans lui, dans lui. C'est normal. On a plusieurs archétypes qui vont nous parler. Puis, on va juste voir ensemble ceux qui ressortent le plus. Donc, on a les 4 en haut. Ce sont les 4 archétypes les plus relationnels. Alors, plus vous êtes jeune, plus vous risquez d'en avoir beaucoup. C'est une tendance avec les nouvelles générations. Et plus vous êtes dans les doyens, doyennes de la place, plus vous devriez avoir ceux d'en bas. C'est très, très généralisé ce que je vous dis là, mais c'est quand même là. Autre très grande généralité, les 4 du haut, les relationnels, vont être beaucoup plus dans une énergie, je vous dirais, féminine, et les 4 d'en bas dans une énergie masculine. Et généralement, les hommes, 60 ans et plus, on va avoir beaucoup de ces 4 archétypes-là. Donc, c'est très, très généralisé ce que je vous dis là, mais ça vous donne quand même certains paramètres. Alors, on va les voir, mais juste avant, je veux vous expliquer comment j'ai fait maintenant pour les trouver. Donc, ma première carrière a été dans le réseau de la santé. Ici, je travaillais à l'hôpital, je travaillais au CLSC pendant 15 ans. Et en même temps, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. Donc, je voulais aussi être en affaires. Puis à un moment donné, je faisais tout ça en même temps, plus des bébés. Fait que là, ma vie était très bien remplie. Et là, j'ai eu à faire des choix. Et je m'étais dit, la journée que je ne fais plus de bébés, là, ça serait le temps de quitter le réseau. Puis je suis une fille qui, quand il dit quelque chose, passe à l'action. Donc, à un moment donné, j'ai comme fait, il va falloir que je le fasse. Le problème, c'est que je n'étais pas capable. Puis là, je n'étais pas capable de lâcher mon fameux fonds de pension. J'étais accrochée après. Fait que là, j'ai comme fait, qu'est-ce que je vais faire pour sortir de là? Et juste pour vous dire, une journée, je me levais, j'avais le petit démon qui était sur mon épaule, qui disait, Let's go, Isa, aujourd'hui, là, signe là ta démission, on part à notre compte, enfin la liberté. Le lendemain, là, c'était l'inverse. J'avais le petit ange. Ben non, Isa, tu l'aimes ton fonds de pension. Tu vas le garder longtemps. Il te reste juste la moitié du chemin de fait. Fais l'autre moitié, tu as ton fonds de pension après, puis la vie va être belle. OK? Donc, je vivais continuellement ce déchirement-là à tous les jours et ça a duré quand même quelques années, je vous avoue, jusqu'au jour où ma meilleure amie Karine, qui est ici avec moi aujourd'hui, puis que je profite pour remercier, parce que je pense à elle des fois je donne la conférence, mais c'est elle qui m'a toute fait la beauté d'aujourd'hui, fait que je vais la remercier encore plus. Elle me dit, j'ai commencé un coaching avec une coach qui s'appelle Aline Tardy. Aline, qui a été ma mentor finalement, qui fait partie de mon équipe maintenant. Et elle me dit, Aline travaille avec les archétypes financiers. J'ai fait, ah ouais, c'est quoi ça, cette affaire-là? Fait qu'elle m'explique. Et là, je dis, OK, j'embarque moi aussi. Et c'est ce qui m'a permis de faire justement, de sortir de l'impasse dans laquelle j'étais. Mais je dois vous expliquer les archétypes maintenant si on veut être capable d'aller plus loin là-dessus. Donc, juste avant de rentrer dans chacun d'eux, alors, ils ont toutes des forces, ils ont tous des talents, ils ont tous des dons, je vous le dis tout de suite, et il y a aussi l'envers de la médaille qui vient. Les faiblesses, les défis, les pièges. Alors là, il y en a qui vont dire, hey, moi, j'aimerais ça avoir tel archétype, mais je vous le dis, vous ne voulez pas avoir les défis qui viennent avec. Ils sont tous le fun, mais ils sont tous pas le fun aussi. OK? Et il y en a des défis pour chacun. Alors, il faut être capable de travailler avec ce qui est là. Donc, on va rentrer dans chacun des archétypes. Le premier, on rentre dans les relationnels, donc vraiment le connecteur. Donc, le roi du 5 à 7, s'il est dans la place, va se reconnaître. Les femmes qui font des soins individuels, les soins énergétiques, je vous dirais, tout ce qui est en termes de soins, massothérapie, thérapeute, coaching, etc. Donc, ce sont tous des professions où est-ce qu'on va avoir beaucoup de connecteurs. Et donc, ces gens-là, généralement, n'ont pas une très grande connexion avec l'argent. Donc, les femmes, par exemple, vont dire à leur mari, gère donc les sous. Donc, on va le voir souvent et ils ne voudront rien savoir. Le conseiller financier vient à la maison, puis c'est sûr qu'ils ne seront pas là. Non, tu es capable de gérer ça, chérie, moi, je ne m'en occupe pas. Ils n'ont vraiment pas de connexion avec l'argent. Et souvent, ils se demandent qu'est-ce qu'ils font sur la terre. Pourquoi que je suis là? On est dans un système financier où est-ce que ça ne fait pas de sens pour eux? Pourquoi qu'on ne peut juste pas être dans le troc, dans l'amour, dans le peace and love? C'est beaucoup des discours qui vont avoir les connecteurs. D'ailleurs, à la pandémie, c'est les gens qui ont le plus souffert de la pandémie parce qu'ils étaient pris derrière un écran et ne pouvaient plus connecter avec les gens. Donc, c'est les gens qui sont les plus sociables qu'il n'y a pas. Donc, ça, c'est pour notre premier profil. Maintenant,
Le romantique. Ah, là, le romantique, c'est vraiment l'épicurien, c'est ceux qui sont dans le moment présent. OK? Les plus grands romantiques que j'ai vus ne prennent pas de REER, ne prennent pas d'assurance. OK? Moi, mon accumulatrice à moi ne dormirait pas, là, mais c'est des gens qui sont tellement dans le présent qu'ils méritent tout le temps. Donc, ils méritent la coupe de vin le vendredi soir, puis la coupe finit par la bouteille, puis la coupe finit le jeudi soir parce qu'ils le méritent, puis le mercredi soir. Donc, vous voyez la suite, on le mérite tout le temps. Alors, ces gens-là méritent tout le temps. C'est des gens qui vont dépenser énormément parce qu'ils ne sont que dans le moment présent. Alors, les défis financiers vont être beaucoup plus grands quand on a un romantique. L'alchimiste, madame avec le portefeuille tantôt de Harry Potter, on est là. Donc, l'alchimiste, c'est vraiment le magicien. OK? C'est les gens qui passent des commandes à l'univers, genre, j'ai besoin de stationnement. Ah, gadon, le stationnement se libère. OK? Ou j'ai besoin d'une gardienne, il y en a 3 disponibles. OK? C'est des gens que tout arrive de façon magique dans leur vie. Puis tu dis, veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'ils font pour que ça marche de même? Ils attirent les choses vraiment très, très naturellement. C'est des gens aussi qui sont très hypersensibles aux causes humanitaires puis aux causes, à toutes les causes. OK? Donc, j'ai déjà eu une cliente alchimiste, puis elle me disait, là, j'ai vraiment un problème, j'ai trop de causes. J'ai dit, OK, ben regarde, mettons, on choisit 3 catégories, les humains, les animaux, la planète. OK? Elle dit, oui, mais j'en ai 5 pour chaque catégorie. Je dis, tu me niaises? J'ai dit, tout ce que je veux, c'est que tu donnes à une cause. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les alchimistes, eux autres, ils se disent, moi, je ne le mérite pas parce qu'en Afrique, ils n'en ont pas. En Afrique, ils ne mangent pas. Pourquoi je mangerais? Et naturellement, ils vont mettre un frein aux rentrées d'argent dans l'entreprise. Alors, quand on s'aligne avec une cause, ben, on vient de régler ça. OK? Mais si tu as 15 causes à endosser, c'est une autre histoire. OK? Et c'est propre aux alchimistes parce que vous devez aussi savoir que ce sont des machines à idées. Justement, c'est des gens qui veulent améliorer, c'est de l'amélioration continue en tout temps, améliorer le sort de la planète. Donc, hey, on préfère ça, ça, ça. Donc, c'est vraiment le profil type. Donc, vous voyez que dans leur cerveau, OK, si on avait 50 fenêtres ouvertes OK, d'ordinateur, c'est pas mal ça qui se passe. Mais sur les 50 fenêtres, le lendemain, ils se relèvent, puis il y en a 50 autres, puis là, vous voyez l'organigramme qui va descendre, c'est fou. Donc, c'est des gens qui procrastinent beaucoup, puis qui ont de la misère à passer à l'action. OK? Quand j'en ai en coaching, tout ce que je fais, c'est réussir à démêler leurs idées, puis structurer ça pour être capable de dire, OK, ça va être quoi le plan d'action finalement? Parce qu'ils vont avoir de la misère à ce niveau-là. Et dernier archétype relationnel, les célébrités. Alors, toutes les bling-bling de ce monde, tous ceux qui veulent être on the spot, qui vont couper la parole, qui vont vraiment rechercher de toujours être vus, être entendus. Les grands artistes de ce monde qui disent « Ah, je m'ennuie du public, il faut que je retourne faire un show, je m'ennuie de l'amour des gens », ce sont justement des célébrités. Okay? Souvent, c'est des gens, puis c'est pas négatif du tout, mais des fois, il y en a qui le prennent mal, je le dis quand même. Mais au niveau de l'enfance, c'est des gens souvent qui ont eu peut-être plus de carences affectives, qui ont manqué plus d'amour, d'affection, et ils vont venir se nourrir des gens, et c'est ce qui va faire qu'ils vont aller chercher plus d'attention. Donc, ça a l'air négatif de même, mais quand vous en avez un dans votre équipe, ça peut faire un super bon leader. Okay? Et si c'est un leader positif, bien, il va emmener tout le monde avec lui, alors ça va être la beauté de la chose. Après ça, au niveau de l'argent, je n'ai pas besoin de vous cacher que une célébrité, ça coûte cher. OK? Ça dépense tout le temps. Fait que, puis si on la mélange avec le romantique qui le mérite tout le temps tantôt, là, oh boy, OK, ça coûte vraiment cher. Donc, dépendamment de votre portefeuille, vous choisissez avec qui vous vous tenez. Et maintenant, on va aller voir les 4 archétypes qui sont vraiment plus terre à terre. Ce sont des archétypes de résultats. Ce sont des gens qui passent à l'action naturellement. Ce sont des machines, qui beaucoup plus. Et là, les relationnels vont dire comment tu fais pour faire tout ce que tu fais dans ta vie. OK? Mais là, la réponse est dans les 4 archétypes qui sont là parce que c'est des gens qui vraiment carburent au défi. Le dirigeant, OK, c'est vraiment le workaholic de la gang. Donc, c'est ceux-là qui n'arrêtent pas de travailler
travailler. C'est ceux-là qui a 7 jours dans une semaine, il y a 24 heures dans une journée, que ce soit lundi ou dimanche, il s'en fout, OK? Parce que c'est quelqu'un qui carbure à haut niveau, au niveau des défis, qui veut faire de l'argent, qui a des très grandes visions, qui veut accomplir. Il va avoir multiples entreprises, multiples chapeaux, et il va s'accomplir là-dedans. Le défi, quand tu es workaholic, c'est qu'à un moment donné, tu as beau être une machine, mais la machine va finir par s'user. Donc, fais tes prières pour être capable de t'offrir puis de te rendre aussi longtemps que tu veux pour profiter de ton argent. C'est un peu le défi qui vient avec le dirigeant. Donc, comme je vous disais, bien, souvent, c'est un archétype qu'on voit beaucoup plus chez les hommes, qu'on voit beaucoup plus chez les générations passées, mais il y en a encore, il va toujours en avoir, mais je vous donne les tendances générales. L'insoumis, on avait un portefeuille rouge tantôt, hein, Marie-Josée? Bon, l'artiste, OK? L'artiste, le rebelle, les insoumis, c'est des gens, c'est des machines de créativité, OK? Donc vouloir exprimer, OK, vraiment ses sentiments, ses émotions, tout ce qu'ils vivent sur une toile, c'est un artiste pur et dur, mais c'est aussi ça dans le quotidien, que ce soit dans les projets d'entreprise qui vont sortir du lot, donc faire des affaires que personne ne fait, OK? C'est ce qu'on va retrouver avec les insoumis. On parlait de gambler au début, donc tous les risques financiers, ce sont les insoumis qui vont les prendre. Fait que là, je vous mets la combinaison insoumis, célébrité, romantique. Oh! C'est OK? J'espère que cette personne-là n'est pas avec un accumulateur, parce que lui, c'est sûr qu'il ne dort plus. OK? On va le voir, l'accumulateur, je pense même que c'est le prochain. Donc, l'accumulateur, OK? C'est lui qui a la plus grande connexion avec l'argent. OK? Ceux qui ont déjà vu passer Séraphin, là, dans le temps, là, ils nous ont très bien dépeint Séraphin au Québec pour être sûr, OK, que personne soit aussi avare que ça. Il y a eu vraiment énormément de croyances qui ont été inculquées avec ça partout au Québec. Et donc, l'accumulateur, bien, il y a une très forte connexion avec l'argent, mais ça peut être aussi obsessionnel, ça peut être maladif, et c'est des gens qui accumulent tout. Donc, quand on est accumulateur, on n'accumule pas juste de l'argent. On accumule des mauvaises croyances, on accumule des pensées négatives, on peut accumuler du poids, on peut accumuler des livres, on peut accumuler bien des outils dans le garage, OK? Ça peut être un bordel dans le cours tellement qu'on a. C'est des gens qui accumulent de tout. Donc, et qui vont avoir de la difficulté à se départir de ça, ça va même causer de l'anxiété. Et d'ailleurs, c'est les gens qui vont faire le plus d'anxiété en lien avec l'argent. Donc, tous les gens insécures financièrement vont se retrouver sous ce profil-là. Donc, vous comprenez qu'un accumulateur qui est avec une célébrité romantique insoumis, c'est beaucoup de défis et ça va lui coûter très cher. Il est mieux d'être aligné sur la liberté financière parce que l'archétype de l'accumulateur, quand tout va bien dans sa vie, quand vraiment il fait beaucoup d'argent, eh bien, il a le potentiel de se rendre à la liberté financière encore plus rapidement que tous les autres archétypes, OK? Parce que sa connexion avec l'argent est très, très forte. Mais en vente, par exemple, okay, un accumulateur qui essaie de vous vendre quelque chose, vous allez penser okay, qu'il veut votre argent okay, pour payer ses billes. Okay? C'est sûr que ça va, parce que ce n'est pas très, très relationnel. Donc, ce n'est pas lui qu'on met en avant-plan dès le départ. Et on finit avec le nourricier. Nourricier qu'on va voir beaucoup chez les femmes, c'est les mères Teresa de ce monde. Donc, toutes les professions de la santé, de l'enseignement, ce sont des professions on va en voir beaucoup. Le problème des mères Teresa, c'est qu'elles sont prêtes à toujours donner leur chemise, et puis de chemise, on donnera encore pareil. Donc, ça fait quoi en affaires? Bien, on donnerait tout gratuitement. Alors, si un nourricier qui est à la tête d'une entreprise, il a besoin d'avoir beaucoup de gens accumulateurs, entre autres, autour de lui pour être capable de garder le cadre de tout ça parce que c'est l'archétype qui va avoir le plus de difficultés à faire de l'argent rapidement et il donne toujours tout. C'est des gens qui, naturellement, vont donner le poisson au lieu d'apprendre à pêcher. Donc, en affaires, on a besoin de changer le modèle pour être capable de se réajuster et de faire en sorte qu'on va être capable de gagner autant d'argent que les autres. Mais c'est des gens qui sont très, très, et dans les 4 que je viens de vous présenter, les 4 archétypes beaucoup plus axés sur les résultats. Donc, c'est quand même lui qui est le plus relationnel parce que le nourricier, c'est pas compliqué, ça vient de la nourrice. Donc, dans le temps, la nourrice était la femme qui allaitait tous les bébés du village. On était dans les résultats, OK? Et elle nourrissait tout le monde. Mais c'est vraiment le côté ancestral de tout ça. Donc, ça fait le tour de nos 8 archétypes. Alors là, l'idée, c'était de voir avec vous autres où vous en êtes. Et je vois qu'il y en a déjà qui sont sur leur cellulaire. Donc oui, j'ai envie de voir des archétypes où vous vous retrouvez. Quel est le premier? Puis vous allez être déchiré entre 1, 2 ou 3 choix, mais celui qui vous ressemble le plus.
Oh, ça commence à monter. Alors, on a des dirigeants, des romantiques, nourriciers. Les femmes, beaucoup, on va avoir beaucoup de nourriciers chez les femmes. Donc, il en manque une couple, là, parce que là, on a juste une dizaine de personnes là, présentement dans la salle. Les autres sont tous en train de manger, probablement. Donc, j'ai envie de vous... ça fonctionne-tu? En a-t-il d'autres qui vont arriver? Ça devrait monter tout seul. Ah! Intéressant. On a 2 célébrités qui viennent d'apparaître, 3 alchimistes. Les romantiques sont quand même forts. Romantiques, dirigeants, nourriciers. Nourriciers, je ne suis pas surprise. Dirigeants, c'est, on a beaucoup de monde en affaires. C'est moins surprenant. Dans la population générale, on va en voir beaucoup moins. Et les romantiques, donc, il y a beaucoup de monde qui le mérite. Attention, ça coûte cher. Alors, je vous présente maintenant ce que ça ressemble. Je vous ai déjà donné une idée avec en vous disant insoumis, romantique, qu'est-ce que ça fait quand on met ça ensemble. Je vous donne un exemple de ce que ça a l'air, un coup qu'on connaît nos archétypes, OK? Ce que je fais en coaching. Puis d'ailleurs, si vous voulez passer le test puis faire le programme, bien, je vais tout vous dire ça à la fin, comment ça fonctionne. Donc, ici, c'est André. André Hamilton, qui est un coach de conférencier qui m'a aidé justement à monter la conférence. On n'a pas travaillé ensemble en coaching. En fait, lui, il m'a coaché, mais moi, je ne l'ai pas coaché, mais il a fait mon programme en ligne. Et la beauté de la chose, c'est qu'il m'arrive et il me dit « Hey, Isabelle, dis-moi, là, j'ai une révélation, là. Tu as tout changé dans ma vie. » Puis, je vous le dis, entre le André que j'ai connu, puis 2-3 ans après, j'ai comme fait « Oh my God, qu'est-ce qui s'est passé? » Bien, j'ai fait ton programme. OK, explique-moi. En haut, on a un connecteur, OK? Et André me dit, ben moi, c'est pas compliqué. Il dit, l'argent, c'est tabou dans ma famille. Il dit, j'ai été élevé avec un père pour qui l'argent, c'était tabou, donc j'ai grandi comme ça. Et je vous l'ai dit tantôt, les connecteurs se demandent ce qu'ils font sur la terre parce qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas de relation avec l'argent généralement. Donc, André est devenu un connecteur vraiment fort, donc son premier archétype. Et il y avait un romantique ici et un insoumis que je n'ai jamais vu, OK, chez lui, tellement que les connecteurs étaient forts. Et le dernier archétype, ça ici, c'est le dernier des 8 qu'on a. Donc, quand on fait le test, on va tous les sortir en ordre. Et le dernier, dans son cas, était le dirigeant. Et ça donne même parce que c'était mon premier archétype. Donc, il a comme, en travaillant ensemble, il a vu aller une dirigeante et il a pu tranquillement prendre un peu les forces du dirigeant et a commencé à les appliquer. Et ce que ça a changé, c'est que maintenant, quand il me parle, j'entends un dirigeant, chose que jamais je voyais avant. Et ça fait quoi? Ça vient de rééquilibrer la personnalité des gens. Parce qu'être trop connecteur, puis pas assez dirigeant dans son cas, ça fait quoi? Ça fait que tu parles, tu présentes tes services, mais tu ne closes jamais tes deals. OK? Puis tu ne charges pas assez cher, puis tu as de la misère à parler d'argent. Parler d'argent, ça devrait être aussi facile que de se brosser les dents. OK? Parler, dire vos prix, ça devrait être aussi facile. Si vous n'assumez pas vos prix, il y a du chemin à faire au niveau de votre relation avec l'argent, mais c'est censé de se faire facilement. Donc, c'est le type d'exemple de ce qu'on peut faire avec ça, puis après ça, voir au niveau de toute la vie, les autres sphères de la vie, qu'est-ce que ça fait comme différence. Maintenant, dans mon cas, vous vous rappelez mon histoire du réseau de la santé. Donc, dans mon cas, j'avais une belle dirigeante en haut et une accumulatrice que j'ai découvert et un insoumis. Donc, vous comprenez que le petit démon sur mon épaule, c'était mon insoumis. OK? Et quand je me relevais le lendemain, j'avais un accumulateur, donc le petit ange sur l'autre épaule, et la guerre était pas mal pognée entre ces deux-là. Et quand j'ai compris que j'avais finalement une dirigeante en haut, j'ai comme fait, OK, je vais embarquer dans mon rôle de dirigeante. Et je me suis dit, parfait, l'accumulatrice, j'ai dit, toi, tu es forte en gestion financière, parfait, tu vas me tricoter un filet de sécurité pour que je sois capable de partir vraiment en paix. Parce que je savais que ça allait être une source d'anxiété pour moi quitter le réseau. Je quittais le fonds de pension. Donc, j'avais besoin d'un filet de sécurité et d'aller voir mes patrons. Et finalement, puis je vous dis ça comme si c'était quelqu'un d'autre, vous comprenez qu'on change de chapeau selon nos archétypes au bon moment. Alors, l'accumulatrice a négocié le fonds de pension, pas le fonds de pension, pardon, mais le congé sans solde d'1 an, chose qui était assez rare et que j'ai eue. Et après ça, j'ai gardé mon insoumis. J'ai dit, OK, toi, tu nous organises le plan de sortie que mes patrons ne seront jamais capables de refuser.
Et ça a été la même chose, donc présenter un plan. Et je vous dirais qu'entre septembre 2016, au moment où j'ai commencé le coaching, eh bien, à la fin janvier 2017, j'avais quitté le réseau. OK? Et j'avais engagé ma remplaçante, elle avait été formée, tout était fait. Qu'est-ce qui a fait la différence? Bien, j'ai embarqué dans mon rôle de dirigeante. C'est mon archétype numéro 1. Je me suis alignée avec. Et à partir de là, ça a tout changé ma vie complètement. Donc, non seulement j'ai quitté le réseau, mais après ça, j'ai comme fait, je veux faire des conférences. Et bon, il y avait d'autres défis. Donc, c'était celui-là. Alors là, bien, tant qu'à être dans les reliques, vous reconnaissez sûrement Frérot et Sœurette, OK? Donc, j'avais un surplus de poids et là, j'ai comme fait, no way, je ne m'en vais pas sous le stage moi-même, ça ne se passera pas comme ça. Alors, j'ai encore embarqué dans ma dirigeante, puis j'ai dit, organise-toi pour que je puisse maigrir. Et finalement, bien, ça a donné quoi? Ça a donné 80 livres de moins, OK? Alors, les archétypes financiers, ce n'est pas juste pour l'argent, c'est pour toutes les sphères de votre vie. Quand vous vous alignez avec, ça devient un outil puissant d'alignement qui peut vraiment avoir un impact à tous les niveaux. Et là, c'est juste un exemple parmi tant d'autres parce que ma vie elle a complètement changé depuis ce temps-là. Et ça a continué dans les dernières années aussi. Donc, 6 ans plus tard, on est rendu en 2022, OK? On a passé à travers la pandémie. La pandémie a été rough pour beaucoup. De mon côté, ça a été une occasion de me transformer complètement. Il y a eu multiples déménagements, multiples nouvelles situations familiales. Ça a été un changement de vie, OK, dans mon cas. Et peut-être que vous dites, bien, on a-tu les mêmes archétypes tout le temps? Est-ce qu'on est comme ça, puis ça va rester le même? Et ma mentor aux États-Unis qui m'a formée avec cette méthode-là a toujours dit, ça reste comme ça, on grandit avec les expériences qu'on a et il y a peu de chances que les archétypes changent. Puis quand je regarde mes enfants aujourd'hui, bon, j'ai 2 ados puis un pré-ado, je regarde le chemin qui est tracé, bon, c'est pas un hasard, ils sont tous accumulateurs, OK? Fait que les 2 plus vieux travaillent, puis la règle, c'est tu places 80 % tu peux dépenser 20 %. Puis là, eux autres sont arrivés, bien, maman, nous autres, on place 120 %. OK, vous placez quoi? Bien, l'argent, le 80, le 20 % qu'on devrait dépenser, on ne le dépense pas, puis on place le type aussi. Ah, OK, vous placez le type. Donc, j'ai 2 accumulateurs et jamais que ça va changer. Par contre, parce que c'est déjà façonné. Par contre, si vous dites, moi, je veux vraiment devenir tel archétype, puis vous forcez le jeu, vous allez finir par devenir un autre archétype. OK, ça se fait. Dans mon cas, je l'ai vécu en transformation. Jamais j'avais eu l'idée, je vous dirais, de changer d'archétype. J'avais déjà bien des défis avec ceux que j'avais. Mais la vie a fait en sorte que, quand j'ai repassé le test en 2022, j'ai eu la surprise d'avoir mon insoumise en haut. Et donc, et avec l'écart des points, je savais que j'avais plus d'ex-aequo. J'étais vraiment une insoumise de nature et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? La transformation, il a fallu qu'elle soit vraiment intense. Et c'était mon cas. Donc, j'ai gardé mes 3 archétypes, mon accumulatrice, là, ma dirigeante. L'heure de changer, mais c'est toujours avec le premier archétype qu'on s'aligne et qu'on peut vraiment accéder plus rapidement à la liberté financière. Donc, ce que ça a donné, dans mon cas, parce que vous allez voir encore la transformation, bien, quand j'ai sorti mon livre que vous allez avoir sur l'argent, ça, c'était mon look de dirigeante, OK? Parce que tout le marketing, tout va être aligné avec notre archétype numéro 1. Et après ça, bien, quand j'ai découvert que j'étais insoumise, là, je n'étais plus capable d'être dans le rôle de la dirigeante parce que je ne portais plus la dirigeante au même niveau. Et ça a pris comme 6 mois avant que je réussisse à avoir un shooting photo d'insoumise et de sortir un nouveau site web. Et j'ai poussé pour réussir à sortir ça le plus vite possible parce que c'était ma nouvelle image. Et là, je me suis dit, c'est beau tout ça, mais qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Et vous savez, dans la vie, il y a bien des épreuves qu'on peut vivre et nos archétypes, des fois, peuvent être là pour nous protéger. Et dans mon cas, la dirigeante, c'est le rôle qu'elle a joué. Et à force de se transformer, les gens pensent que quand on se transforme, c'est pour devenir quelqu'un d'autre, mais dans le fond, quand on se transforme, c'est juste pour être encore plus soi-même, pour revenir vraiment à la version vraiment la plus pure de quand on était des enfants, okay, avant que toutes les croyances et tout qui embarque. Et dans mon cas, ben, la dirigeante n'avait plus besoin d'aide et je suis revenue l'insoumise que j'étais, genre à 4 ans, mais totalement insoumise, qui ne demandait jamais la permission. Et là, j'ai comme fait, OK, je suis vraiment revenue dans mes vrais souliers à moi.
Et ça a donné quoi? Bien, je me suis trouvé les lunettes les plus colorées possibles que j'ai achetées en 15 minutes, rentrée, sortie du magasin. Je dis, qu'est-ce que tu as le plus punché? Elle me sort ça, je les essaye. Parfait. Elle dit, t'es sûr? Oui, c'est parfait. J'ai dit, rappelle-moi quand ça rentre. J'ai acheté les lunettes en dirigeante, OK? Je les ai payées en accumulatrice, mais je les ai mis dans ma face en insoumise. C'est ça, travailler avec nos archétypes, OK? Et à partir des lunettes, bien, tout le style, après ça, s'est placé et ça a donné aujourd'hui vraiment le look que j'ai. Et ça vous montre à quel point que les archétypes vont avoir un impact majeur à tous les niveaux. Donc, dans votre entreprise, ça va venir redéfinir des modèles d'affaires. Donc, des modèles d'affaires, des fois, qui sont alignés avec un deuxième ou un troisième archétype. Et là, on va changer le modèle complètement pour justement s'aligner avec le premier archétype. Et ça va faire en sorte que vous allez rentrer pas mal d'argent, ou du moins, vous allez arrêter d'en perdre. OK? Donc, modèle d'affaires, l'offre de service, le produit, ça peut être au niveau du tout le branding, l'image de marque, le marketing que vous allez mettre en place par la suite. On va tout aligner ça avec vos archétypes et vous ne prendrez pas la parole de la même façon si vous êtes un nourricier que si vous êtes un dirigeant. On va travailler beaucoup de stratégies qui vont être différentes en fonction de ça. Et c'est la beauté des archétypes. C'est ce qui fait que je tripe à faire ça. Ça va aussi venir impacter votre style de gestion, OK, votre leadership. Donc, c'est beau, ceux qui ont peut-être un ou deux employés, vous êtes seul dans votre entreprise, mais si vous êtes rendu avec des équipes, vous gérez beaucoup de monde, votre style de gestion va être super important. Le leadership que vous allez amener également. Donc, vos archétypes, encore une fois, vont venir influencer. Et là, si vous dites, ah, moi, je ne me vois pas gestionnaire, je n'ai pas le style du tout, mais il y a 8 archétypes, il y a 8 styles de gestion. OK? Et dépendamment des situations, on va s'en servir. Si, par exemple, vous avez un insoumis comme employé et que vous mettez votre chapeau de dirigeant, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? La bataille, la résistance, OK? Vous allez le craquer tout de suite. Donc, ça prend un autre chapeau. Et comme on a 3 ou 4 archétypes avec lesquels on travaille, vous allez pouvoir justement mettre un autre chapeau pour être capable d'utiliser votre insoumis pour que ça soit un allié. Puis en passant, l'insoumis, il est très paresseux. OK? Il cherche les petites failles, puis il va travailler. C'est lui qui va travailler le moins fort de la gang. Fait que si vous donnez la tâche la plus difficile et ardue à un insoumis qui est aussi un romantique, parce que le romantique est dans le moment présent, il fait sa job vite pour arrêter de travailler. Là, vous avez la personnalité la plus paresseuse, dans le bon sens du terme, qui va vous trouver une solution de génie que personne qui a pensé en un temps record, OK? Parce qu'elle veut juste, après ça, retourner chiller avec ses collègues. Mais la job va être faite, puis vous allez avoir une solution que jamais vous auriez pensé. Et c'est ça d'utiliser la force des archétypes, que ce soit avec vos employés ou pour vous, ça va vraiment vous servir. Donc, tout ce qui est intelligence émotionnelle, capacité de négociation, gestion financière, votre gestion de temps, gestion de votre énergie, c'est vraiment, selon vos archétypes, encore une fois, qu'on va être capable d'aller moduler à tous ces niveaux-là. Et dernier point que j'ai envie de vous parler, c'est la vente. Parce que dans la vente, ça prend autant des archétypes relationnels. C'est eux qui vont faire en sorte que vous allez créer un lien de confiance. Donc, si vous rentrez, OK, puis je sais pas, quelqu'un qui rentre dans votre magasin, peu importe ce que vous vendez, vous avez un chapeau de dirigeant ou d'accumulateur, la vente risque d'être difficile à faire, à moins que vous ayez un dirigeant devant vous autres, OK? Parce qu'un dirigeant, ça rentre dans un magasin, ça sait déjà ce que ça veut, puis en 5 minutes, c'est ressorti, c'est payé, c'est réglé, OK? Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, dirigeant, ça va bien. Par contre, si c'est un connecteur qui rentre puis qui pogne un vendeur dirigeant, oh boy, OK, il risque de repartir, puis vous n'aurez rien gagné. Et c'est là qu'il faut aller changer nos archétypes pour être vraiment dans un mode relationnel puis créer le lien de confiance avec votre client. Et après ça, quand vous allez vous mettre à parler d'argent, là, vous allez utiliser des archétypes qui sont beaucoup plus comme axés résultats, comme le dirigeant, comme l'accumulateur, l'insoumis, pour être capable de closer le deal. Sinon, vous avez l'air de péter des nuages, puis la personne va juste avoir pris les informations, puis elle va être repartie. Pourquoi? Parce qu'on a été juste dans du relationnel avec et on ne l'a pas accompagné vraiment dans le processus, dans l'entonnoir de vente. Alors, c'est ce qui va vous permettre de faire les archétypes. Donc, je vous ai dit, votre relation avec l'argent détermine qui vous êtes, ce que vous faites et combien vous allez gagner. Et là, vous pouvez dire, ouais, mais c'est beau tout ça, mais on s'en va jusqu'où? OK? De un, les archétypes ont été créés pour accéder à la liberté financière. Donc, plus on s'aligne avec, plus on va faire des actions qui vont aller dans ce sens-là. Maintenant, on peut se rendre jusqu'à la liberté financière si c'est ce que vous voulez. La liberté financière, il y a plusieurs définitions qui existent. Je vous dirais que
Celle-là ici, c'est pas mal ce qui est le mieux. Souvent, on compare ça à l'indépendance financière. Si vous êtes salarié actuellement, vous êtes dépendant financièrement d'un employeur. Si vous êtes propriétaire d'entreprise, vous êtes déjà indépendant financièrement parce que vous générez vos propres revenus. Par contre, s'il n'y a plus de clients, bien, il n'y a plus d'argent qui rentre, bien, c'est là que l'indépendance, c'est là qu'on atteint la limite de l'indépendance. Et pour rentrer dans la liberté, bien, c'est vraiment d'avoir tout le temps à votre disposition, toute l'énergie, donc être en santé et tout l'argent. Et il n'y a rien de mieux qu'une super expérience, comme il m'est arrivé dans la pandémie. Ma dirigeante a été mise à l'épreuve. J'étais en train d'écrire le livre justement sur l'argent et j'ai passé un super 48 heures à l'urgence en pleine pandémie. Je ne pouvais plus écrire mon livre. Je me suis fait opérer d'urgence, m'enlever la vésicule biliaire. Et là, j'ai comme fait, waouh, c'est vraiment le fun. Hein, je peux bien avoir de l'argent dans mon compte de banque. Et j'écrivais là-dessus, comme par hasard, j'ai vu l'expérience. Et je me dis, OK, mais en tant que workaholic, qui est mon plus grand défi de dirigeante, bien là, j'ai dit, je suis assis dans un lit d'hôpital, je suis pluguée sur mon celluté, ça va durer le temps que ça va durer parce que je ne suis pas une priorité. Et donc, j'ai du temps, j'ai de l'argent, mais je n'ai plus la santé. Et ça, c'est un wake-up call quand ça arrive parce que tu dis, OK, il va falloir que j'apprenne à gérer mon temps différemment, apprendre à justement arrêter de pousser la machine parce que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, bien, ça ne fonctionne plus. Alors, c'est pour ça que je vous dis, chacun des archétypes, c'est super le fun dans les forces, mais c'est rempli de défis aussi. Alors, la liberté financière, bien, on revient à ça. Le temps que vous avez, l'énergie que vous avez et l'argent, quand vous avez la combinaison des trois, et que vous pouvez mourir dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, il reste encore de l'argent, eh bien, c'est là que vous êtes dans la liberté financière et c'est là que vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Et c'est là vraiment que vous pouvez contribuer au monde encore plus. Ah, on revient sur ma première expérience. Donc, première expérience à 10 ans, je vous ai dit, ça a été tout un défi. Et j'ai resté longtemps avec cette idée-là de dire, qu'est-ce que je suis censée de faire? Là? Quel camp il faut que je prenne? Est-ce que je choisis de faire de l'argent ou est-ce que je choisis d'aider les gens? Et pour moi, c'était clair qu'il fallait que je fasse un choix. À un moment donné, j'ai réalisé que ce choix-là, c'était comme me dire, finalement, choisis-tu mon bras ou choisis ma jambe? OK? Qu'est-ce que je choisis? Mes oreilles ou mes yeux? Y a-t-il quelqu'un qui m'a demandé de choisir entre les deux? Non. Pourquoi que je devrais choisir à ce moment-là au niveau de l'argent? Et c'est là que j'ai réalisé, finalement, plus je fais de l'argent, plus je peux aider les gens. Okay? Et c'est là que j'ai compris que l'argent, finalement, c'est comme l'essence ou l'énergie maintenant qu'on met dans le moteur de l'auto. C'est ce qui nous permet de passer d'un point A au point B. Donc, on n'est pas là pour faire de l'argent, même si on est en affaires. On est là pour vraiment se rendre à beaucoup plus grand que ça. Okay? Sauf que, bien entendu, si on ne fait pas d'argent, on ne restera pas en vie longtemps, mais c'est quand même le plus grand levier que vous avez. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre, justement. Et donc, ça a été un des plus grands défis. Ça s'est résolu avec le livre. Mais vous pouvez voir jusqu'où ça peut aller quand on est dans essayer de comprendre quelque chose. Et ça peut finir, justement, en faire un livre. Donc, votre plus grande contribution, pourquoi elle est si importante que ça? Parce que plus on fait d'argent à un moment donné, plus on perd le sens de la vie. Des fois, j'ai des clients qui me disent « Hey, là, moi, j'ai tout acheté. J'ai acheté le condo que je voulais. J'ai ma Tesla dans le cours. Tout va bien. Hey, je voulais un divan. Je l'ai fait faire sur mesure. Je l'ai payé comme 5 000 $. Mais c'est pas grave. J'ai de l'argent. » Puis là, ils me disent « Mais là, je ne sais plus pourquoi je me lève le matin. » Okay? Et c'est ça, le défi de l'argent, c'est qu'à un moment donné, quand ça nous sort par les oreilles, puis qu'on peut acheter tout ce qu'on veut, c'est bien le fun, mais on est rendu à une autre étape. Et cette étape-là, c'est vraiment l'étape de la contribution. Si vous voulez que votre vie fasse du sens, vous devez trouver la cause que vous voulez endosser, les rêves que vous voulez réaliser, l'impact que vous voulez avoir dans la vie des gens et vraiment faire cette différence-là, parce qu'au final, c'est avec ça que vous allez repartir. Hein? L'argent va rester sur la table, le portefeuille va rester là, mais ce avec quoi vous allez repartir, c'est la fierté de vraiment la différence que vous allez avoir faite dans la communauté. Donc, le plus important, c'est quoi? Puis je vous dis ça, peu importe le revenu que vous gagnez, c'est vraiment de commencer à focusser sur servir les gens. Et si vous ne connaissez pas Robert Kiyosaki, qui a écrit « Père riche, Père pauvre », c'est un excellent livre. C'est comme un des mentors au niveau de la relation avec l'argent. C'est à lire. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Robert Kiyosaki? Ne vous concentrez plus sur l'argent, mais sur le service à un plus grand nombre de personnes. Servir plus de gens rapporte de l'argent.
Et souvent, quand on est en affaires, on focus sur l'argent. Qu'est-ce que je peux faire pour faire plus d'argent? La question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui pour aider plus de gens? Et plus vous allez focuser sur les gens, plus tranquillement, votre mindset va changer et vous allez rentrer dans cette abondance-là et les clients vont commencer à affluer à une plus grande quantité. On revient sur notre fameux portefeuille. Donc là, je veux savoir, on a parlé plein de choses. Je sais, je vous ai bombardé. Vous allez sortir la tête pleine. Vous allez avoir le livre après ça pour aller plus loin. On revient sur votre portefeuille parce que là, j'ai une question à vous poser là-dessus. Et on va y aller tout de suite. Donc, est-ce que votre portefeuille est aligné avec vos objectifs? OK? Parce qu'on l'a dit, c'est le temple sacré dans lequel on va garder précieusement l'argent. Puis bien entendu, on a une symbolique avec ça. Si vous êtes rendu que vous avez toutes mis vos cartes dans votre cellulaire, hein, le portefeuille n'a plus nécessairement la même utilité qu'il y avait avant. Mais ce n'est pas grave. Donc, j'ai envie de savoir, vous êtes où? Plus vous voulez passer à un autre niveau d'expansion, regardez ce que ça a l'air votre portefeuille. Déjà, ça va vous indiquer, est-ce que vous êtes rendu à en acheter un nouveau? Fait que là, qui s'en va magasiner demain? C'est rendu tard, là. Hein, on a 20 à peu près qui est aligné. Hein? On a un petit pourcentage qui serait dû pour s'en acheter, puis il y en a qui se posent encore des questions. Bien, c'est correct, ça doit être nos accumulateurs, OK? Parce que là, aller acheter un portefeuille demain matin, là, c'est aller au Dollarama ou Ardennes, là, ça va rentrer dans le budget de l'accumulateur. OK? Les célébrités, eux autres, ils vont acheter le portefeuille à 500$, OK? En passant, les sacoches, ça marche aussi. On peut le faire avec les sacoches. Donc, là, ceux qui sont alignés, parfait. J'ai un autre défi pour vous autres, OK? Tantôt, je vous avais dit, vous pouvez sortir vos portefeuilles. Là, je ne vous demanderai pas de sortir ce que je vais vous dire. Mais d'ici la fin de semaine, vous ferez le ménage, OK, de tous vos tiroirs de sous-vêtements. Et vous allez voir, il va se passer plein de choses. Tout ce qui est plus bon qui est usé, OK, qui tient par un fil. Vous vous débarrassez de tout ça. OK? Puis, vous allez recevoir... Hein? Alors, il y a une accumulatrice qui parle. Ah oui, les bobettes trouées, là, s'il vous plaît, là. Hein? On fait le ménage. Hein? Non, c'est ça, c'est ça. Fait que, et là, je ne vous dis pas la raison à ça, OK? Vous allez l'apprendre dans le livre, mais aussi, vous allez recevoir un courriel demain avec différentes informations et la réponse sera dedans, OK? Alors, ça va alimenter un peu la fin de la soirée. Donc, on est sur le bord de la fin. Je vais juste repartir ça. OK, dernière petite interaction ensemble. On va faire un nuage de mots. Alors, vous devriez voir apparaître la possibilité de mettre différents mots. Je retourne. J'ai vraiment envie de savoir avec quoi vous repartez. C'est quoi les mots qui vous ont inspiré le plus dans tout ce que vous avez entendu. Et on va voir, dans le nuage de mots, va se moduler et les mots qui vont revenir les plus forts vont apparaître les plus gros. Donc, très curieuse de savoir qu'est-ce que ça va donner. Vous pouvez en mettre plusieurs, gênez-vous pas. Ah, portefeuille, terminer les sous, oui, merci. Liberté et contribution, servir plus de gens, argent, bizarre, intéressant, bizarre. C'est la première fois que je le vois, lui. Moi, oui, sûrement ici un romantique là, qui est arrivé avec moi. L'argent facile, oui. Les archétypes, l'accumulateur, l'apprentissage, la passion, l'énergie. Liberté et argent commencent à prendre le dessus. On avait, si vous vous rappelez au début, quand même une bonne quantité de gens qui ont dit que l'argent représentait la liberté. On le voit encore, ça apparaît. Intéressant comme constat. Quand même, on montre les réponses, 82 réponses. On va voir jusqu'où on se range. On va laisser aller quelques instants. Portefeuille qui est quand même présent. Archétype, liberté est là. Liberté, c'est vraiment la finalité. Quand vous êtes dans la liberté financière, vous pouvez tellement faire plein de choses. C'est un état, et c'est un état d'esprit avant tout, en passant. Donc, très intéressant, les réponses. Merci. Ça pourrait continuer. On va conclure maintenant. Il faut juste que j'y aille. Il ne veut plus. Alors, prochain niveau d'expansion maintenant. Qu'est-ce que vous avez à faire? Bien, c'est assez simple. Hein? Je l'ai répété plusieurs fois. Votre relation avec l'argent détermine qui vous êtes, ce que vous faites
et combien vous allez gagner. Donc, si vous êtes insatisfait, si vous voulez défoncer un plafond de verre, c'est quand vous êtes pris à une limite financière puis vous voulez faire éclater ça. On travaille vraiment la relation avec l'argent. Donc, comment on fait ça? Bien, transformez vos croyances, changez votre mindset. Prenez des décisions qui sont alignées avec qui vous voulez être dans 3 ans. Vous voulez être millionnaire dans 3 ans? Parfait. Comment ça fonctionne, un millionnaire? Comment ça pense, un millionnaire? C'est quoi le mindset du millionnaire? Donc, vous prenez vos décisions dans ce sens-là. Saisissez toutes les opportunités parce qu'il va y en avoir beaucoup qui vont se présenter. Et c'est comme ça que vous allez être en mesure de passer d'un niveau d'expansion à l'autre et finalement réussir à accéder à une réalité financière et aussi, je vous dirais, une autre réalité dans votre vie entière. Alors voilà. Donc, je veux juste nous amener je vais prendre des questions. Vous allez voir tantôt, il va y avoir une table en arrière. Karine va être là si vous voulez vous procurer le premier livre qu'on voit ici, qui est 100% aligné, 100% assumé. Et c'est quoi ton plan, qui est le dernier, qui est sorti en 2023. Donc, si vous voulez vous les procurer, bien, ça va être possible. Je vais pouvoir dédicacer tous les livres que vous avez. Je sais qu'il y en a qui en ont même amené que je dédicace, OK? Fait que ça va me faire plaisir. Il y a aussi, on va avoir un tirage à faire. Donc, j'imagine que je vais avoir une fille du comité qui va se pointer. Questions? J'ai vraiment envie de vous entendre. Avec quoi vous repartez? Qui a des questions? Ça va me faire plaisir de vous répondre sur n'importe quoi qui a pu vous intriguer durant la conférence. On a-tu un micro pour les gens? Oui, merci. Mais j'espère. Ben moi, c'est le portefeuille. Ça Oui. veut dire quoi? Oh, un beau petit rose! Mais moi, mon portefeuille est pratique. Je peux le porter partout. Mais je l'aime, mon portefeuille. Ben oui, ben moi, je suis certaine, tu sais, puis là, c'est un guess, parce que, tu sais, moi, mon fun, c'est toujours guesser avant que les gens fassent le test, mais je ne serais pas étonnée que tu aies une romantique avec une accumulatrice, Ah, OK? c'est ça que tu disais. Ok, Parce que ça le se côté peut. pratico-pratique, OK, ça va aller chercher, l'accumulatrice va être organisée dans ses affaires, donc, tu sais, elle va être méthodique et tout. Fait que, tu sais, c'est cet aspect-là qu'on peut voir. Fait que c'est jamais noir ou blanc, tout ça, hein, c'est toujours un mélange d'archétypes parce qu'on est un mélange. Fait que ça répond? Oui, merci. Bienvenue. Prochaine question, gênez-vous pas. Ben moi, là, je suis un peu les 2 premiers. OK? Connexion et romantique. Je Ouais. peux-tu scraper ça et recommencer? Non. Parce que je suis loin du millionnaire. Non, mais il y a d'autres choses à faire, OK? C'est que, dépendamment, et c'est ça, quand on est en affaires, des fois, on se dit, OK, je veux la meilleure stratégie pour que tout marche, mais on n'a pas les mêmes archétypes, donc ça ne donne pas les mêmes stratégies. Donc, si on a un connecteur avec un romantique, bien, la vie est belle. Il y a beaucoup d'occasions pour procrastiner, pour faire d'autres choses que ce qu'on devrait faire. Puis là, après ça, bien, ça se peut qu'on se tape sa tête, hein, parce qu'on ne l'a pas fait, qu'on se sente coupable. Puis si jamais c'est une nourricière, la troisième de tes archétypes, c'est encore plus ça, OK? Mais il y a vraiment des stratégies à mettre. Puis non, voyez vraiment vos archétypes comme des forces que vous avez. OK? Moi, je n'allais pas la connectrice, puis pendant longtemps, j'ai voulu l'avoir. Et pourtant, c'est un de mes derniers archétypes. Et il a fallu que je le travaille pour réussir parce que moi, j'étais vraiment comme avant très bulldozer, dirigeant qui s'en va, qui fonce dans le tas. Et il a fallu que je développe le côté relationnel. Puis c'est pas que je ne l'avais pas, c'est que c'était pas important pour moi. Mais les gens qui ont vraiment le connecteur et le romantique, c'est des gens qui sont très, très sociables et qui ne peuvent pas se passer des gens. Et ça, c'est hyper important. Et il y a des postes stratégiques pour vraiment des gens qui ont ces archétypes-là. Alors, il faut se retrouver dans nos forces aussi. Et c'est ça l'idée. Et il faut trouver des stratégies pour venir vraiment se prémunir contre soi-même. Exemple, j'ai un client qui me vient en tête qui a un connecteur. Lui, il se tient dans vraiment des espaces de coworking. Parce que quand il est en maison, il fait tout sauf travailler. OK? Quand il va dans un espace de coworking, bien là, il y a un cadre et là, il est capable de travailler. Puis il s'est trouvé
il s'est trouvé quelqu'un aussi avec qui il rend des comptes. Fait que là, les deux s'entraident pour être sûr, OK, regarde, c'est ça que je suis censée te faire aujourd'hui, je vais venir te le dire tantôt que je l'ai fait. OK? Donc, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place comme ça, mais vraiment, embrassez tous vos archétypes parce qu'ils ont des forces puis vous ne voulez pas passer à côté de ça. J'espère que ça répond. Salut Isabelle. Salut! Bon, moi Isabelle, là, la relation avec l'argent, là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Dans le sens que j'ai pas l'impression que dans ma vie, il y a eu des périodes où j'ai vraiment senti le manque, même si ça a été fragile par bout, là, plus dans ma jeune vie. Là. Mais moi, l'argent, j'aime pas ça en parler. J'aime pas ça. Je suis entrepreneur. Quand arrive le temps de faire les offres de service, je me mets toujours dans la peau de mon client. Puis là, je dis, hey, pauvre, lui, ça va coûter trop cher. Puis c'est l'enfer. Puis là, des fois, je dis, non, j'ose, ça vaut ça. Puis là, s'il me dit, ouais, mais là, je réfléchis, je suis la première à dire, ben attends un peu, là, on va faire un petit quelque chose. Oui, toi, puis, tu as déjà négocié avant qu'il a voulu négocier. Puis je regarde pas, puis je me dis, mais voyons donc, tu pourrais charger bien plus cher, ça vaut ce que ça vaut. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi, là? Ben, Je serais jamais une millionnaire de moi-même, là. non, mais Jamais. tu as peut-être marié le bon, tu sais. Je pourrais pas faire cette joke-là ailleurs qu'à moi, ça. Ah, ça, c'est bon. C'est typique de la connectrice. Ça répond-tu, Marie-Josée? Je pense que tu peux dormir sur tes deux oreilles. Protège ton couple. Prends-en soin. OK, c'est ça, faut que je fasse. C'est Faut que ça, je faut que tu protège fasses. le monsieur ici. OK, parfait. Puis il devrait avoir des bonnes stratégies pour toi, pour que tu sois capable de t'honorer à ta juste valeur et être capable de charger ce que tu vaux. OK, merci, Isa. Bon, vous comprenez qu'on se connaît, hein? As-tu d'autres questions? Des faciles de même, là? Il n'y a plus de questions? Hey, là, c'est parce que je vois qu'ils sont moins drôles vers José que celle-là. Là. Il n'y a plus personne qui veut se lancer. Allô, moi j'ai une question. Oui, oui. Je suis ici. J'attends un peu, je te vois pas. Ici, regarde. J'ai le spot d'en face. OK. Ici où? Je suis dans le Ici. spot. OK. Ben, t'étais trop proche. OK. Je me demandais qu'est-ce qu'on fait quand on a des dirigeants subalternes là, Ouais. qui veulent take over le premier. Ben, ils vont finir par y arriver. Ouais, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dépendamment de tes archétypes à toi, si tu es plus relationnel puis tu te retrouves avec des dirigeants comme employés, c'est des gens qui vont avoir beaucoup, beaucoup d'ambition et qui vont vouloir monter. Et peu importe l'organisation, et ça n'a rien à voir avec les individus ici, tu sais, c'est pas une question de tu sais, j'ai-tu un bon boss ou pas un bon boss, c'est pas ça, c'est des gens qui sont ambitieux, les dirigeants. Donc, automatiquement, ça va être un défi. Tu sais, moi, la première journée de travail dans le réseau de la santé, j'ai rencontré mon boss, puis dans ma tête, c'était comme, OK, moi, je veux ta job. OK, j'avais, je ne sais plus quel âge, là, de début vingtaine, et je savais déjà que je voulais aller à son poste. C'est typique du dirigeant et en plus d'un insoumis qui dit, voici un beau défi. Donc, tu sais, ce que ça t'amène à faire à toi, c'est d'être capable de recadrer ce monde-là pour que dans l'environnement dans lequel, tu sais, avec ton équipe à toi, que tu tiennes un cadre assez serré parce qu'ils vont vouloir pousser tout le temps puis ils vont te challenger. Ils sont faits de même. Donc, apprends du dirigeant. Ça, c'est le genre de situation qui arrive aux gens qui ont leur dernier archétype comme dirigeant. OK? Donc, apprends du dirigeant pour voir comment tu peux t'inspirer de ça. Jamais tu vas devenir aussi dirigeante que ce que tu vois parce que tu peux voir des aspects peut-être négatifs qui vont te montrer, mais déjà d'apprendre à cadrer davantage, à mettre des attentes claires, à vraiment définir les tâches clairement, amener de la structure dans ton équipe, ça va faire une différence. Mais tu ne pourras jamais calmer leurs ambitions. S'il y a de quoi, demande-leur qu'est-ce qu'ils veulent, puis comment toi, tu peux les aider à aller où ce qu'ils veulent, puis comment ils peuvent mieux servir l'entreprise avec toi. Et tu peux être vraiment surprise de l'expansion que ça peut donner à toute l'entreprise après ça. Puis ça s'applique-tu quand toutes ces personnes-là sont à l'intérieur de toi?
Quand tu as le dirigeant qui n'est pas en premier, qui veut pousser toujours pour aller Ben plus haut. oui, ben c'est sûr. Si tu es un dirigeant dans tes 3 archétypes, tu vas être quelqu'un d'ambitieux de nature, puis tu vas vouloir défoncer des portes. Là. Ça fait partie du profil. C'est juste qu'à un moment donné, il faut se doser selon les autres archétypes, puis faire attention aux gens autour de nous, parce que des fois, il y a des dirigeants qui font des dommages collatéraux parce qu'ils ne tiennent pas compte des gens. C'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils ont des œillères, puis ils sont ambitieux, puis eux autres, ils ont décidé que c'est là qu'ils se rendaient. Donc, quand on apprend à travailler avec ça, après ça, on est capable de comprendre pourquoi les gens ont tel comportement et ça ne vient pas nous blesser, on fait juste comprendre, OK, c'est son dirigeant qui a pris la parole. Et, tu sais, vu que tu poses la question, ça m'amène sur un autre aspect, c'est qu'il y a des fois, on peut ne pas se reconnaître, OK? Puis, je vais vous donner un exemple d'un comptable que j'ai entendu parler, c'est pas ici, fait que vous êtes correct. Un comptable qui a de la misère à faire de l'argent avec son entreprise, OK? C'est un cas qui m'a été soumis il n'y a pas si longtemps que ça, puis là, j'ai fait, c'est quoi la passe? Depuis quand un comptable ne ferait pas d'argent, OK? Et finalement, en parlant avec les consultants qui travaillent déjà avec, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Et on s'est rendu compte qu'il était comptable avec ses clients, sauf qu'il gère son entreprise en nourricier. OK? Il ne fait pas une scène. Et si il n'y a même pas d'argent pour payer ses propres coordonnateurs, OK, dans son équipe. Donc, ça, c'est typique d'avoir plusieurs archétypes et diriger avec un et s'occuper de ses clients avec l'autre. Ça peut faire toute une différence. Donc, c'est très rare, mais c'est là qu'on voit que le bas blesse quand on n'est pas dans les forces de notre archétype. C'est quelqu'un qui devrait gérer sa business vraiment en comptable et servir ses clients en nourricier. OK? Mais facturer après ça en bon comptable qui facture. Alors, autre question? Commentaire? Pas d'autres questions? On peut peut-être... Oui. C'est pour savoir les archétypes, à partir de quel âge ça commence à se dessiner? Ça commence dès l'enfance. C'est toutes les expériences que les enfants vont vivre avec nous. Aller au Dollarama, c'est pas mal le magasin avec les tout-petits. Déjà, vous dites, je vous donne chacun 5 $, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Il y en a qui vont dire, ben je le garde, maman, pas besoin de rien acheter. Hein? Et il y en a d'autres qui vont être torturés de voir comment je vais le dépenser. Je pourrais avoir 5 items à 1 pièce, puis là, on s'entend qu'on paye la taxe, ou je vais-tu en acheter un gros à 5 $? Ça l'amène déjà les enfants à prendre des décisions. Puis il y en a qui vont dire, ben non, maman, toi, tu me donnes 5 pièces, parfait, moi, je prends un autre 5, OK, de l'argent que j'ai eu à ma fête, puis là, ils vont acheter pour 10 pièces tout de suite. Donc, ces expériences-là vont forger vraiment la relation avec l'argent dès le départ, d'une chose, puis de l'autre chose, c'est qu'ils vous regardent aller. Donc, si vous êtes de nature à dépenser, ils vont dépenser beaucoup plus facilement. S'ils voient que vous êtes en mode économe, ils vont aussi vraiment... c'est ce que vous allez inculquer, OK, naturellement. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est les mots que vous utilisez avec eux et de leur faire comprendre la différence entre on a des besoins puis on a des désirs. OK? Moi, dans mes 3 enfants, il y en a un, là, c'est Monsieur Désir. OK? Fait que lui, là, il commence à me dire la liste de ses cadeaux de fête là, le lendemain de sa fête. OK? Puis là, ça dure jusqu'à sa fête 12 mois plus tard. Puis là, je suis comme, au début, j'embarquais dans le jeu, puis il a commencé ça jeune. Puis là, je me dis, OK, je prends des notes. Là, à un moment donné, je fais, ça n'arrête pas, cette affaire-là. J'ai dit, quand est-ce que tu vas arrêter ta liste? T'sais? Puis là, j'ai comme fait, OK, c'est correct. Là, j'ai dit, la fête, elle vient de passer, la liste va recommencer. OK. Là, je dis, c'est beau, j'enregistre. Là, j'enregistre. Puis là, je laisse passer tous les mois. Puis là, j'arrive un mois après sa fête, avant sa fête. Puis là, je dis, qu'est-ce que tu veux finalement? Puis là, on est rendu ailleurs. OK? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pendant 11 mois, il me donne tous ses désirs. Puis je fais juste les écouter, mais je ne fais rien avec. Puis un mois avant sa fête, là, c'est comme, qu'est-ce que tu veux vraiment pour ta fête? De quoi tu as besoin? Et là, je vais revenir focusser là-dessus. Parce que les enfants sont très forts sur les désirs, puis on n'est pas là pour répondre à tous les désirs. On est là pour vraiment leur inculquer des valeurs, des visions, puis de faire en sorte qu'ils vont être capables de faire des choix éclairés plus tard. Et ça commence à toutes les fois que vous êtes dans une situation qui a de l'argent de poche, l'épicerie, les commissions. C'est là que ça se passe. Quand ils commencent à travailler, c'est un autre game. Moi, ça a changé littéralement les discours financiers à la maison. Les deux qui ont commencé à travailler, puis ont commencé assez jeunes. Ma première avait 13 ans, parce que la loi n'était pas passée. Elle est rendue à 17 ans, ça fait 5 ans qu'elle travaille. Et c'est une autre vision complètement.
et est assez accumulatrice que j'ai dit, qu'est-ce que tu dirais d'avoir ton assurance vie? Donc, à 15 ans, elle a commencé à avoir son assurance vie et elle paye son assurance vie à tous les mois. OK? Donc, et ça, c'est full accumulateur, OK? Mais elle était là, puis j'ai dit, de toute façon, tu mets 120 de côté. C'est quoi qu'on prenne un 100 pièces par mois, OK, pour payer ton assurance? Et là, son frère est arrivé à 15 ans, Lucie, puis il a dit, ben là, moi aussi, je veux mon assurance vie. Ben, j'ai dit, vous êtes sur le même profil, let's go. Donc, j'en ai 2 qui ont déjà une assurance vie. Donc, c'est vraiment, et c'était pas, c'était vraiment un choix qu'ils ont fait. Hein. Puis on dit, vous comprenez que vous embarquez pendant 20 ans pour ça? Oui, c'est correct. À 35 ans, on va avoir fini de payer. Parfait. OK? Donc, ça, c'est des choses que moi, jamais que mes parents m'ont montré et que moi, j'ai comme fait plus vite que vous commencez à ramasser de l'argent. C'est l'argent que les enfants font. Les 10 premières années, à peu près, moi, j'ai compté ça. J'ai dit, regarde, mon gars, il était plus à l'argent que ma fille. Fait que là, je dis, c'est pas compliqué, Raphaël. J'ai dit, tu sais, il faut que tu ailles 100 000 avant de commencer le marché du travail pour vrai. J'ai dit, le premier 100 000, si tu le fais, il est libre d'impôt. Compte ça, tu as le droit à faire 15 000 par année libre d'impôt. Fait que d'ici à ce que tu aies début 20 ans, tu es capable d'avoir ramassé 100 000 si tu fais 15 000 par année. Là, j'ai dit, compte ça, il revient, il me laisse aller, et ça passe, puis je sais pas si jusqu'où c'est enregistré. Il me revient 3 mois après. Ouais, maman, OK, j'ai pensé à ça, ouais, je commence à travailler. Moi, ton histoire là, de gagner 100 000 d'ici une couple d'années, là, j'ai dit, j'embarque. J'ai dit, parfait. Il travaille au Tim Hortons, puis il est en train de. Il s'enligne vers ça. OK? Fait que, mais ça, c'est des discours que. Moi, je pousse mes enfants dans ces voies-là parce que c'est ce que moi, j'aurais voulu avoir et c'est ce que j'ai pas eu. Et je veux qu'ils touchent à de l'argent, je veux qu'ils manipulent l'argent, je veux vraiment qu'il y ait des expériences positives avec ça. Et ça révolutionne toute leur façon de voir les choses. Le mindset change au travail. Ils voient des choses que jamais qu'ils voient avec moi. Premier jour que mon gars est revenu du Tim Hortons, il dit, maman, il dit, je ne passerai jamais ma vie au Tim Hortons. J'ai dit, ben, c'est pour ça que tu vas travailler là. Tu vois exactement ce qu'il faut t'étudier, ce que tu as besoin de faire pour ne pas rester là le restant de tes jours. Donc, déjà là, il est arrivé là, puis il a vu des choix, puis il a vu du monde qui vraiment ont de la misère à la fin du mois. Puis c'est ça la situation de ses collègues employés. Donc, ça forge vraiment énormément les visions de nos jeunes puis le mindset. Fait que plus vous les mettez dans le bain de l'argent rapidement et que vous les accompagnez là-dedans, eh bien, plus ça va faire une différence. Maintenant, ceux qui sont très je le mérite et connecteurs, ça se peut que vous dites, ça n'a pas de bon sens qu'il y ait déjà une assurance à 15 ans. Ça dépend des profils des gens. OK, mon dernier, probablement 11 ans, probablement qu'il ne sera pas là. OK, parce que lui, il dépense déjà plus que les 2 autres ensemble. OK? Fait que c'est une autre histoire. Donc, rendu là, ben, on verra. Fait que je ne sais pas si ça répond à ta question.